Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux du ministère de la Communication et des Médias, je voudrais ici saluer la présence du représentant de la présidence de la République ainsi que celle de Monsieur le conseiller du Premier ministre en charge des questions de la communication et des médias. Mesdames et Messieurs les journalistes, nous inaugurons ce jour un nouveau dispositif interactif de communication. Cette initiative voulue par le gouvernement nous permet également d'inaugurer la nouvelle salle de presse du ministère de la Communication et des Médias. Ce lieu rénové grâce à l'implication des plus hautes autorités du pays, ce qui est appréciable en ces temps de crise, et pour l'action qu'ils mènent et qu'ils mèneront dans les quelques mois qui viennent pour nous aider à améliorer l'efficacité de notre communication, c'est-à-dire celle du gouvernement. À cet effet, nous rendons hommage aux plus hautes autorités du pays, un hommage déférent pour cela. Ce lieu, mesdames et messieurs les journalistes, nous permettra de disposer d'un cadre de travail commun, vous et nous. Ce cadre, considérez-le dès à présent comme notre maison commune. Vous trouverez ici, au fur et à mesure du temps, toutes les commodités numériques et modernes les plus pointues. L'information, la documentation même, vous permettant de faire votre travail avec objectivité quant à l'action au quotidien du gouvernement de la République. La quinzaine du gouvernement, parce qu'il s'agit de l'intitulé de notre échange et de notre exercice, permettra de vous donner les outils institutionnels officiels nécessaires, nous permettant ensemble d'échapper notamment à la dictature des fake news, des interprétations subjectives et parfois mensongères. Mon propos va maintenant aborder quelques points saillants de l'actualité des dernières semaines. Ainsi, nous rappelons que son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, poursuit depuis quelques mois sa diplomatie active avec la signature d'accords avec des partenaires désireux d'impulser une coopération active avec notre pays, le Congo. Et ce, dans des domaines aussi concrets que l'emploi, la formation, la mise en place d'industries dans notre pays ou de services à haute valeur ajoutée. Le dernier exemple de cette diplomatie économique active étant la visite du président de la République au Kazakhstan. Autre fait de l'actualité récente, la 5e revue du Fonds monétaire international qui a été sanctionnée le 10 juillet 2024 par le passage réussi au conseil d'administration du Fonds monétaire de notre dossier, permettant au Congo d'espérer achever totalement ce programme d'ici le mois de novembre 2024. À cet effet, il faut rendre hommage au peuple dont les efforts et la patience vont permettre que notre pays réussisse, probablement pour la première fois, à aller au bout d'un tel programme. Nous retrouverons au terme de ce programme, et enfin, les marges de manœuvre et la crédibilité financière qui nous permettront de poursuivre notre développement. Autre sujet d'actualité, le nouveau découpage administratif de notre pays, avec notamment la création de nouveaux départements. Cette réforme, déjà votée par les chambres du Parlement depuis quelques heures, va rapprocher l'administration locale des Congolaises et des Congolais pour plus d'efficacité. Autre sujet notable des semaines et des jours qui précèdent, il faut noter que l'arrivée d'une nouvelle équipe à la tête des services de police, une équipe jeune, nous en parlerons certainement un peu plus lors de notre échange, l'arrivée d'une équipe jeune à la tête de la police a immédiatement permis des avancées. On peut citer par exemple
la levée des contrôles nocturnes de police dans les grandes villes et sur les routes nationales et départementales, et une lutte accrue contre le phénomène des bébés noirs et plus généralement celui de l'insécurité. Et nous aurons ensemble à évoquer, si vous le souhaitez, les résultats, les chiffres engrangés depuis le début de l'opération Coup de poing, qui est actuellement en train de permettre un retour à la tranquillité dans de nombreux quartiers de notre ville capitale. La lutte contre la vie chère continue, parce qu'elle est au centre de l'action du gouvernement. Le gouvernement a ainsi obtenu des transporteurs en commun le retrait de l'augmentation projetée par eux de la course des bus et des taxis qui avait été annoncée, et dans le cadre d'une concertation qui a eu lieu le 29 juillet dernier, il a été proposé une mise à plat des revendications des transporteurs, et notamment sur les points concernant la loi de finances 2024, qui, à leurs yeux, contient un certain nombre d'éléments qu'il faut faire évoluer. Mesdames et messieurs, voilà en résumé le bilan de l'actualité nationale des dernières semaines. Il s'agit pour nous, au début de chacune de nos sessions dites la quinzaine du gouvernement, de balayer du point de vue du gouvernement les quelques actions, les quelques faits, les quelques décisions qui nous paraissent propres à indiquer la tendance lourde des actions et de la politique du gouvernement. Voilà en résumé le bilan de notre actualité, comme je le disais. Je me tiens à présent à votre disposition pour vos questions. Je sais que vous ne manquerez pas de revenir sur d'autres points tels que l'eau, l'électricité, l'inflation, l'augmentation des carburants, etc. Je tâcherai donc, dans la mesure de mes moyens, d'y répondre avec le plus de clarté possible. Cependant, je vous invite, et cela a été indiqué tout à l'heure par monsieur l'attaché de presse, je vous invite à aller à l'essentiel de vos questions. Le but de notre exercice, c'est d'aller à l'essentiel, d'éviter les grandes formules et de permettre d'informer les Congolaises et les Congolais de l'action du gouvernement. Dans la mesure où nous serons amenés à en parler tous les 15 jours, je crois que ce rendez-vous sera considéré par nos compatriotes comme un élément essentiel de la communication du gouvernement et des pouvoirs publics. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Jean-Eudes Ganga, je représente le média en ligne Groupe Congo Média. Ma question porte sur la création des nouveaux départements. Il y a quelques années, Brazzaville a connu la création de 2 nouveaux arrondissements, Madibou et Djiri, qui peinent aujourd'hui à avoir un véritable accès aux services de base, en ce qui concerne notamment les services d'accès à la santé, les infrastructures routières notamment. Et cela préoccupe beaucoup les populations. Que va faire le gouvernement pour les nouveaux départements créés? Ne pensez-vous pas que cela pourrait se reproduire au niveau de ces nouveaux départements? Merci. La problématique, quand on crée une structure administrative qui part du néant juridique, la problématique est bien entendu celle des infrastructures et du soubassement administratif qui doit accompagner cette création. C'est une question qui préoccupe le gouvernement. Premièrement, il va falloir, comme vous le savez, basculer ces nouveaux districts, les basculer sur les nouveaux départements créés et assurer qu'effectivement les autorités administratives, les services administratifs de base soient au plus tôt transférés. La question des infrastructures n'est pas seulement sur la création d'arrondissements comme Djiri et Madibou, c'est une question globale et générale dans notre pays. Le gouvernement s'y attelle et je peux vous le dire, la réussite de la décentralisation, parce que c'est le fait majeur, notre pays est une république décentralisée. La réussite de la décentralisation suppose que nous transférions à la fois des compétences, c'est le cas, mais aussi et surtout des moyens humains, administratifs et infrastructurels. Donc le gouvernement fera le nécessaire pour cette pleine réussite. C'est un événement de créer 3 départements. Je ne sais pas à quand remonte la création d'un département dans notre pays. Spontanément, je dirais à 1991-92 avec la création du département de la Cuvette Ouest. Bonjour, Monsieur le Ministre.
Edgar Bokilo de Brazzaville, Info 240. Le samedi dernier, j'étais au conseil du NISCA au stade Alphonse Massamba-Débat. Malheureusement, j'étais obligé de partir 30 minutes après à cause de l'insécurité. Ma question est la suivante. Quelles sont les mesures concrètes prises par le gouvernement pour éradiquer définitivement ce phénomène? Je parle des mesures et non des mesurettes que vous prenez ça et là, qui ne produisent aucun effet. Merci. Bon, d'abord, sur le concert de Niska, il s'avère que, contrairement à ce qui peut circuler comme rumeur, il n'y a pas eu de décès ni dans l'enceinte du stade, ni à l'extérieur. Il y a eu 2 accidents à la sortie. Il s'agit d'engins motocycles, ce qu'on appelle couramment les Jakarta et autres. Il y a eu 2 accidents qui ont provoqué une certaine panique et quelques blessés légers. Donc là, déjà, c'est sur le bilan et sur ce qui s'est passé. Maintenant, pour ce qui concerne ce que vous appelez les mesurettes, je vais vous dire que depuis 2 mois, les services de police, en collaboration mixte avec la gendarmerie, ont mis en place ce qu'on appelle une opération coup de poing. Cette opération coup de poing, elle a un certain nombre d'objectifs. Le premier objectif, c'est la lutte contre le grand banditisme. Le grand banditisme, c'est-à-dire tout ce qui nuit au vivre ensemble dans nos quartiers. Le grand banditisme, c'est le trafic de drogue, c'est éventuellement la traite des humains et tout ce qui est nuisible à la tranquillité de nos citoyens dans les quartiers. Le grand banditisme, ce n'est pas seulement, hélas, le fléau, mais il y a aussi le phénomène des bébés noirs. Alors, il s'avère que les résultats depuis 2 mois nous semblent assez spectaculaires. En 2 mois, il faut noter qu'il y a eu 2000 interpellations. C'est-à-dire que 2000 sujets délinquants, grands bandits ou bébés noirs, ont été interpellés par les services communs mixtes de la gendarmerie et de la police. Et je crois qu'on ne peut pas parler de mesurette quand on parle de 2000 interpellations. Il faut noter que, peut-être pour répondre à ce que vous appelez mesurette, il faut noter que le travail de cette force mixte gendarmerie-police est fait sous la supervision du procureur de la République. C'est-à-dire que le reproche qu'on peut faire quand il y a des actes de délinquance et qu'on interpelle des individus, c'est qu'on se dit souvent le lendemain on peut les revoir dans la rue en train de narguer les populations. Le fait même que le procureur de la République soit lui-même en train de superviser ces actes, investigations, interpellations et autres, indique très clairement qu'il y a suite. Et donc on ne peut pas parler, cher Edgar Bokilo, de mesurette. Et le résultat, au-delà du chiffre que je viens de vous donner, indique quand même une grande accalmie dans les quartiers concernés. Vous êtes journaliste, rendez-vous sur le terrain et vous verrez que les populations se réjouissent de cette accalmie. Et bien entendu, compte tenu de sa réussite, cette opération se poursuivra. Bonjour Monsieur le Ministre. Je suis Loïcia Martial, j'interviens pour le compte de RFI. J'ai 2 petites questions. La première dans le domaine de la santé. Vous le suivez bien comme mes amis ici présents. De l'autre côté du fleuve, il sévit une épidémie de variole de singe et qui touche des pays voisins, le Burundi par exemple. J'aimerais savoir au niveau du Congo-Brazza, quel est le niveau d'alerte? Avons-nous déjà quelques cas? Et deuxième question, il y a quelque temps, la société civile congolaise qui estime dans son ensemble que l'espace civique est réduit et les libertés fondamentales sont confisquées. Pour illustrer leurs propos, ces amis disent qu'au niveau de la préfecture de Brazzaville, les autorisations de marche ou de manifestation ne sont accordées qu'aux associations qui font, je dirais, la politique positive du gouvernement. J'aimerais avoir votre réaction à ce propos, Monsieur le Ministre. Merci. Merci. Alors, sur la première interrogation, Loïcia Martial, il faut noter que tout ce qui concerne la santé publique obéit à des mécanismes et des procédures qui sont suffisamment précis pour que le gouvernement ne fasse pas des choses un peu en l'air et complètement hors sol. Il faut d'abord savoir qu'il y a des alertes qui sont faites par l'Organisation mondiale de la santé. Et il s'avère que nous avons été informés que le directeur général de l'OMS a réuni ses équipes techniques il y a quelques jours et qu'il était question de déterminer le niveau d'alerte épidémiologique, c'est-à-dire de déterminer si l'alerte
sur la variole du singe, Mpox en acronyme, si cette alerte était suffisamment grave et sérieuse pour que les pays membres de l'OMS soient invités à prendre des mesures de précaution et mettre en place les mécanismes d'alerte sanitaire. Au moment où nous parlons, nous ne sommes pas, au niveau du gouvernement, informés de cas particuliers concernant la variole du singe. Le moment venu, bien entendu, dans le cadre des procédures que je viens d'évoquer, si malheureusement nous avions de tels cas, eh bien, vous en seriez informés. Alors, l'autre question, une question que je qualifierais de politique, le rétrécissement de l'espace des libertés publiques et celui du champ d'action de la société civile. Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle la société civile. La seule chose que je sache, c'est qu'a priori, une société civile est apolitique. Je trouve curieux que des associations de la société civile disent à la fois qu'ils sont de la société civile, c'est-à-dire qu'ils sont neutres, et en même temps disent on accorde la possibilité d'évoluer sur l'espace public qu'aux associations de la société civile proches du pouvoir. C'est des notions que je ne comprends pas. Ou on est dans la société civile ou on fait de la politique. Si c'est la société civile, il est évident que personne ne se verrait interdire de manifester. S'il s'agit d'objets de manifestation qui soit peuvent concourir à troubler l'ordre public ou sur des mots d'ordre à caractère politique, eh bien la préfecture a dû examiner ces choses-là en tenant compte de l'objet et en disant « ceci ne relève pas de l'action habituelle de la société civile ou d'associations et ONG dites de la société civile. » Je vais revenir sur cette question de la création des départements. La loi numéro 3 de 2003, du 17 janvier 2003, fixant organisation territoriale des départements ou régions, il est bien défini qu'un département est constitué de 4 districts. Est-ce que la création de ces 3 départements obéit à cette loi? Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, nous le savons, le Niari est le département le plus vaste, avec quelques 25 000 kilomètres carrés, ce qui fait environ 10% du territoire national, avec 14 districts, et également la distance la plus longue entre un chef-lieu et un district. Je citerai en exemple Mbinda et Dolisie. Et pourquoi Dolisie n'a pas fait partie de cette première, comme on l'a dit à l'Assemblée, création de découpage des départements? Merci. Merci. Bon, si j'ai bien compris votre lecture de la loi de 2003, vous indiquez, en reprécisant, que le minimum pour constituer un département, c'est 4 districts. C'est bien cela? Bon, je crois que dans les départements créés, puisqu'ils sont créés aujourd'hui, il y a au minimum plus de 4 districts dans les nouveaux départements. Alors, vous savez, la réforme administrative est une action vivante, une action qui évolue sans cesse. Et les 2 critères qui sont évoqués, j'en ai évoqué un tout à l'heure, c'est rapprocher l'administration des populations concernées, rapprocher le chef-lieu des populations. Il y avait jusque-là des départements où des administrés situés trop loin du chef-lieu avaient beaucoup de mal à y accéder pour des raisons pratiques et donc beaucoup de mal à se considérer comme faisant partie du département en termes d'inclusion administrative. Vous voulez chercher à faire des papiers, vous avez des démarches à faire au chef-lieu. Donc il y avait la nécessité d'abord de régler ce problème. Le second problème, ou la seconde variable, c'est de tenir compte de l'évolution démographique. Et comme vous l'avez vu, quand le compte-rendu du Conseil des ministres a été rendu public, il y a des localités qui ont été érigées soit en communauté urbaine, soit en district, compte tenu de l'expansion de la population. Vous parlez du Niari, non, ce n'est pas un oubli. Je suis en mesure de vous dire que le gouvernement examine la possibilité, par exemple, d'ériger la localité de Mila qui a pris un certain nombre de populations. C'est une localité en pleine expansion démographique. Eh bien, d'ores et déjà, pour ce qui concerne le Niari, nous allons avoir, dans peu de temps, j'espère, une évolution avec la consécration de cette localité en structure administrative pérenne.
Je suis Grévisio Lokemba. J'interviens pour le compte de Radio Congo. La préoccupation porte le grand banditisme au niveau du pays. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'opération mixte coup de poing que nous saluons, le déroulement. Sur nos zones, vous avez entendu une autorité dire que les jeunes délinquants traqués à Brazzaville sont en train de se replier à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que le gouvernement préconise de faire pour que la traque de ces jeunes délinquants se poursuive jusque dans les départements? Merci. Vous avez votre réponse dans votre question. Si des délinquants qui jusque-là se sentaient tranquilles et confortables à Brazzaville, au point d'y rester et de continuer à traquer, les populations paisibles, et si elles finissent par se replier à l'intérieur, c'est donc une certaine efficacité justement de l'opération coup de poing. Eh bien, l'opération coup de poing, parce que je ne suis pas un spécialiste ni un membre de l'administration des forces de police et de gendarmerie, je peux tout à fait dire par contre que l'évaluation qui est en cours de l'efficacité de l'opération, j'ai donné des chiffres tout à l'heure, indique très clairement qu'il y aura certainement une étape qui constituera à traquer ces délinquants là où ils se trouvent à l'intérieur du pays et à les mettre hors d'état de nuire, comme les 2000 qui ont déjà été mis hors d'état de nuire. Merci, Monsieur le Ministre. Aline Foncé Tokabeka de la Télévision nationale congolaise. Alors, en cette année 2024 qui est dédiée à la jeunesse, la population a été très ravie de ce que l'attention particulière a été mise sur cette couche de la population. Nous sommes à 8 mois déjà de la mise en place de cette initiative sous la volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Est-ce que vous pouvez nous faire un état des lieux, sinon un petit bilan de l'action du gouvernement dans ce sens, puisque ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des quartiers, on voit comment les jeunes sont toujours en quête d'emploi et de recherche de voies de réussite. Si, à la date du 12 août 2024, je vous affirmais qu'il y a des statistiques qui permettent de déterminer que des milliers d'emplois ont été créés, eh bien, je crois que je serai non pas dans le mensonge, mais dans l'approximation statistique. Vous savez, dans un pays, des emplois se créent tous les jours. Il n'y a pas besoin de les décréter. Dans n'importe quel pays au monde où il y a une activité économique, il y a des emplois qui se créent. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des emplois qui se créent pour des jeunes ou pour d'autres genres de publics. Et il y a même, en même temps des emplois qui se détruisent là pour éventuellement être recréés ailleurs, c'est-à-dire à un autre endroit de notre pays. Donc là également, on est dans une dynamique, dans quelque chose qui évolue. Deuxième constat, un gouvernement gère un État, c'est-à-dire des administrations et des lourdeurs qui nécessitent parfois la mise en place de mécanismes spécifiques pour atteindre les objectifs, et notamment ici, celui de l'année de la jeunesse et donc de la création des conditions d'insertion. Parce que dans le programme de la jeunesse, il y a évidemment le volet emploi, mais il y a aussi le volet employabilité, c'est la capacité à être employé, à être recruté, et aussi le volet formation, et tous les volets d'inclusion et d'insertion socio-économique de nos compatriotes les plus jeunes. Alors, pour répondre à votre question, et là je ne vais pas faire de langue de bois, et je crois que ça ira droit dans vos préoccupations, sans langue de bois, il est clair que l'objectif de 100 000 emplois, qui est celui qui a été fixé par le gouvernement, ne sera vraisemblablement pas réalisé au 31 décembre. Voilà pourquoi le Conseil des ministres, le 7 juin 2024, a pris une décision, parce que tout le temps qui a été pris pour insérer les dispositifs pro-jeunes dans le plan national de développement, le PND 2022-2026, ce temps est arrivé à maturité et a permis le 7 juin 2024 au gouvernement d'intégrer le programme jeune dans le PND. Et à partir de maintenant, le gouvernement a en quelque sorte modifié son agenda, et si vous lisez les conclusions du Conseil des ministres, indiquez que l'année de la jeunesse, en réalité, ce n'est pas dit comme ça, mais c'est la conséquence pratique, va se dérouler sur 2024, 2025 et jusqu'à 2026. Et c'est sur cette plage de temps qu'il faudra juger de l'activité, de l'effectivité et de l'efficacité de l'action du gouvernement. Alors, j'ai ici quelques extraits du compte-rendu du Conseil des ministres du 7 juin.
D'abord, le gouvernement agit sur la partie qui le concerne lui-même, parce qu'il ne peut pas demander au secteur privé de créer des emplois si lui-même ne donne pas l'exemple. Vous savez comme moi, vous avez parlé de Télécongo, mais on peut parler de la santé, de l'enseignement et d'autres secteurs où malheureusement il y a des milliers de nos compatriotes les plus jeunes qui concourent à l'activité de ces secteurs et qui malheureusement sont considérés comme des bénévoles, c'est-à-dire des gens dont le statut est précaire. Et dans ce contexte-là, le gouvernement, donnant l'exemple, va créer une dizaine de milliers d'emplois cette année dans le secteur public. Une bonne partie pour la fonction publique territoriale, mais une autre partie pour combler les besoins en recrutement effectif dans des secteurs comme la santé, je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignement, et aussi, nous nous battrons pour ça, pour les bénévoles du secteur des médias. Alors très concrètement, il y a 6 700 emplois qui sont d'ores et déjà prévus comme postes budgétaires dans la loi de finances 2024, et le Conseil des ministres du 7 juin dernier a donc décidé d'octroyer un volant de 3 300 emplois publics supplémentaires pour atteindre donc les 10 000. Donc, bien entendu, le Premier ministre sera extrêmement attentif à ce que les recrutements soient affectés aux jeunes en priorité, bien entendu. C'est-à-dire qu'en termes clairs, là au moins le gouvernement peut mettre en place un mécanisme de contrôle qui est très clair. Chaque ministre, s'il lui est octroyé tant de postes à intégrer, eh bien on regardera l'état civil. Si on se rend compte que ce sont majoritairement des gens d'un certain âge, voire proches de la retraite, il va y avoir une certaine friction entre le secteur concerné et le chef du gouvernement. Ça, je vous l'assure. Alors, pour ce qui concerne l'objectif dit année de la jeunesse, il y a également la question de créer les conditions. Parce que, vous savez, un employeur privé, il va créer un emploi s'il y a deux situations qui sont réunies. La première situation, c'est l'état de son activité et de ses besoins. Il ne va pas recruter s'il n'en a pas besoin. La deuxième situation propice au recrutement, à la création d'un emploi, c'est les conditions fiscales, parafiscales que l'État va mettre en place pour inciter au recrutement. Et là, il y a toute une série de dispositifs dont nous sommes en train d'étudier la mise en place. On peut citer par exemple ce qui a été dit donc, dans le Conseil des ministres dont j'ai parlé, un programme Solidarité Jeunesse pour l'emploi et le développement. On vous indiquera les modalités de ces engagements. La promotion de l'entrepreneuriat juvénile avec la création pour les jeunes de PME, PMI, start-up, avec des encouragements fiscaux et parafiscaux. La création d'une agence d'encadrement et d'accompagnement des acteurs du secteur informel. Vous savez qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dans le secteur informel et qui gagneraient à être insérés dans le secteur formel. Il y a un accompagnement qui va être permis par cette agence en création. La création d'emplois, parce que là, ça dépend de l'activité économique, et vous voyez que tout est dans tout. Le fait que nous retrouvions et que nous retrouverons d'ici novembre, nous le souhaitons, de plus grandes marges de manœuvre sur le plan financier, nous permettra de relancer un certain nombre de chantiers, de travaux publics. Et il y a des travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre qui seront là également affectés en priorité aux jeunes Congolais. La mise en place d'une initiative d'emploi de première embauche pour les jeunes diplômés. Vous savez que la grande plaie que nous avons, c'est l'emploi des jeunes diplômés. Et là également, il y aura des dispositifs d'incitation fiscale pour les entreprises du secteur privé. La mise en place d'un programme « Un jeune, une entreprise », et il s'agira, là également, grâce à des incitations fiscales, d'assurer la possibilité d'aider les jeunes, dans le cadre de leurs projets personnels, à constituer une activité qui leur permettra de subvenir à leurs besoins. Et bien entendu, la mobilisation du secteur privé, qui se fera en concertation avec les différents fonds, FONEA et agences, ACPE, etc., qui sont créés par l'État et les pouvoirs publics. Donc voilà, Madame, l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Vous voyez, il n'y a pas eu de langue de bois. Il est clair que tout cela sera mis en place jusqu'à la fin de l'actuel mandat. C'est-à-dire que l'année de la jeunesse va
couvrir dans ses effets 2024, 2025 et 2026. Et lors du Conseil des ministres dont j'ai parlé, le gouvernement a mis en place le cadre financier entre les ressources propres qui sont celles de l'État congolais et puis l'appel aux partenaires techniques et financiers qui devront nous permettre d'assurer une pleine réussite à l'intégration de notre jeunesse. Lorsque les produits de première nécessité, je cite les boissons par exemple, ou récemment les prix de transport, lorsqu'il y a augmentation, on a comme l'impression que le gouvernement est surpris par les chefs d'entreprise ou bien par les opérateurs économiques qui augmentent les prix et le gouvernement dit en désaccord par rapport à l'augmentation des prix. Alors qu'il y a un dialogue social, vous siégez avec les opérateurs économiques, vous discutez avec eux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi ces opérateurs économiques affichent des prix sans le consentement du gouvernement, sans l'aval du gouvernement? La deuxième question, est-ce qu'après avoir suivi dernièrement à l'Assemblée nationale l'intervention du Premier ministre sur la question du Rwanda, est-ce que le gouvernement considère que désormais la polémique créée sur cette question de terre avec le Rwanda est close? Arsène Séverin, vous êtes un observateur des questions économiques suffisamment subtiles pour comprendre que nous ne sommes pas aujourd'hui dans une économie où c'est le gouvernement qui fixe les prix, c'est le marché qui fixe les prix. Quand une entreprise est contrainte d'augmenter ses prix, c'est qu'éventuellement, elle se retrouve en situation difficile par rapport au processus de fabrication de ses biens et services. C'est ça le principe. Maintenant, dans le cadre d'un pays comme le nôtre, où il y a les difficultés que nous connaissons sur le point et le plan des revenus et du pouvoir d'achat, le gouvernement, depuis plusieurs années, a considéré comme de son devoir de s'assurer, dans le cadre de la négociation, de l'encadrement des prix pour ne pas trop peser sur le panier de la ménagère. C'est ça le principe. Maintenant, les entreprises, au jour le jour, ajustent leur activité et leurs prix en tenant compte des charges qui sont les leurs. Alors, vous dites, le gouvernement, face à la vie chère, donne l'impression, finalement, d'être surpris par les opérateurs économiques. Bon, le véritable enjeu, comme je vous l'ai dit, c'est de nous assurer que nos compatriotes puissent disposer des services qui conviennent à leurs revenus moyens. Nous sommes en perpétuelle, en constante concertation avec les opérateurs économiques et leurs représentants dans tous les secteurs. On évoque récemment effectivement la question des transporteurs qui dirait lancer de manière un peu unilatérale fin juillet un mot d'ordre qui consistait à dire compte tenu d'un certain nombre de raisons, nous augmentons le prix de la course en bus à 250 francs et 1500 francs pour le taxi. Et rapidement, parce qu'on n'est quand même pas un pays où la moindre pulsation, la moindre initiative, le gouvernement, comme un magicien, le saurait d'avance et irait voir l'opérateur ou les organisations d'opérateurs pour leur dire « Non, non, on a appris que vous faites ceci, ne le faites pas ». Forcément, ils lancent leur initiative, mais nous l'avons vécu plutôt comme une sorte d'appel au secours. Et ça a amené le gouvernement, via notamment le ministre délégué en charge des questions de la décentralisation, le ministre Juste Désiré Mondélé, ces questions ont fait l'objet d'une concertation. Et vous constatez aujourd'hui qu'il a été mise en place une nouvelle commission mixte tenant compte de la présence des transporteurs et des pouvoirs publics. Et nous sommes en train d'examiner avec ces opérateurs, dans le cadre de cette commission, les voies et moyens d'appliquer, parce que le fond de leur revendication, en réalité, c'était qu'ils considéraient qu'un certain nombre d'engagements qui avaient été pris l'année dernière n'avaient pas été, de leur point de vue, pris suffisamment en compte ou pris de la bonne manière dans le cadre de la loi de finances exercice 2024. Eh bien, l'objet des discussions dans le cadre de cette commission qui a été mise en place après la rencontre entre les pouvoirs publics et les syndicats de transporteurs le 29 juillet dernier, c'était donc de regarder ces points et de trouver des solutions. Le gouvernement privilégie deux choses.
la concertation avec les opérateurs, et deuxièmement, la nécessité d'éviter que nos compatriotes soient débordés par la cherté de la vie, l'inflation et tout ce qui est lié aux atteintes au panier de la ménagère. À ce propos, je profite de cette occasion pour en parler. Quelle est la cause principale de la vie chère? La cause principale, et le président de la République l'a dit, repris par son gouvernement, et ce, lui le président depuis de nombreuses années, c'est qu'il n'y a pas de souveraineté s'il n'y a pas de souveraineté alimentaire notamment. Parlons d'abord de ces produits, c'est quand même les premiers produits de première nécessité. Mais pour cela, d'un côté, quand on importe, c'est parce qu'on ne produit pas, et plus on produit, et moins on aurait à importer. Alors quand vous importez, parce qu'il n'y a pas de production dans ces domaines précis, il est évident que vous avez le contre-coup de ce qui se passe à l'étranger, avec tous les événements, les guerres, les crises, etc. Nous nous rendons compte que, par exemple, le transport de ces marchandises vers le Congo est rendu plus cher. L'opérateur qui fait venir au Congo, et ensuite, derrière, il faut qu'il paye des taxes, ce qui est logique, il paye des taxes, lui, derrière, ici, d'importation, de TVA, etc. Il est évident que cet opérateur va répercuter les prix sur le consommateur. Et le gouvernement s'arrange pour éviter qu'il y ait, de ce point de vue, des débordements qui rendraient complètement difficile la vie quotidienne de nos compatriotes. Je disais tout à l'heure que le président de la République lie la souveraineté à la production alimentaire. Aujourd'hui, le gouvernement constate avec plaisir quand même que l'inflation est en train de ralentir sur un certain nombre de produits de première nécessité. Pourquoi ? Parce que grâce à la politique mise en place, notamment dans le cadre des zones agricoles protégées, il y a des productions qui aujourd'hui connaissent un frémissement. Les œufs, la tomate, les volailles. Et donc, dans ce cadre-là, ces produits en particulier connaissent un ralentissement de l'inflation sur leur vente. Et donc, c'est cette tendance vers laquelle nous devons aller, c'est-à-dire renforcer notre production locale. Et quand elle sera de plus en plus renforcée, nous obtiendrons des résultats en termes de vie chère, en termes de capacité à juguler l'inflation. Le Rwanda. Que dire sur ce dossier qui... Je crois que le gouvernement a communiqué dans tous les sens, a dit tout ce qu'il avait à dire sur le sujet. Tout. On a même été à un niveau de transparence qui, je crois, est sans précédent dans notre pays. On a mis à la disposition de pans entiers de la société congolaise, société civile comme classe politique, les élus, etc. On a mis à disposition tous les accords. Le clergé catholique, un certain nombre d'ONG, les parlementaires, et même récemment, le Premier ministre a fait une correspondance à un certain nombre d'acteurs politiques, dont je ne rappelle pas ici tous les noms, mais on peut citer notamment l'ancien ministre Nzon, l'ancien ministre Mierassa, les leaders politiques Dave Mafula et autres. Donc ce sont des personnes qui, dans l'opinion, ont un certain écho. Donc, que faire de plus si ce n'est de donner tout ce qu'il y a dans le ventre du gouvernement, c'est-à-dire tous les accords, et il n'y en a pas d'autres. Que faire d'autre que cela? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il est très difficile pour des pouvoirs publics de prouver qu'ils n'ont commis aucune turpitude, puisque malgré le fait que nous transmettions les documents, on nous dit non, vous cachez certaines choses. Il y en a même qui disent vous avez reçu de l'argent. Il est difficile d'apporter la preuve qu'on n'a pas fait. Je pense qu'il appartient à ceux qui accusent d'apporter la preuve qu'on a fait. Donc tous ceux qui, sur ce sujet, estiment qu'ils ont des preuves qui indiquent que le gouvernement ment, eh bien le gouvernement les invite à les rendre publiques, ces preuves. Il y a un moment donné du processus, il nous avait été reproché dans une partie de l'opinion et de la classe politique, « Ah mais oui, mais vous parlez, mais vous êtes dans le mensonge. On attend que le Rwanda intervienne. » Puis le ministre rwandais des Affaires étrangères, récemment venu à Brazzaville, s'est exprimé. Alors comme ce qu'il a dit ne plaisait pas à ceux qui voulaient absolument entendre autre chose, ils ont dit « Non, il ment lui aussi. » Et puis à un moment donné, comme on dit que l'ambassadeur aurait dit autre chose, donc l'ambassadeur étant le collaborateur du ministre rwandais des Affaires étrangères,
On dit, bon, l'ambassadeur, comme il semble avoir dit, ou alors on a interprété ce qu'il a dit dans un sens favorable à ceux qui estiment que nous mentons, maintenant on en arrive au paradoxe où on dit, le ministre ment, le ministre étranger ment, mais c'est son ambassadeur qui a raison. Bon, il faut que nous gardions la raison. La raison, c'est de dire, le gouvernement a fait le nécessaire en termes de transparence, je viens de le dire. Le gouvernement a été sur le terrain, il a visité les 6 sites. Nous avons constaté dans les 5 premiers sites, c'est-à-dire les sites qui font l'objet des autorisations provisoires d'occuper, c'est-à-dire là où nous devons fabriquer du ricin, nous n'avons pas constaté la présence, j'étais dans la délégation avec le Premier ministre, nous n'avons constaté la présence d'aucun Rwandais. Aucun. Ni même une trace qu'à un moment donné, ils sont passés pour faire les études de terre pour voir si on peut y planter et produire du ricin. Rien, pas de Rwandais. Il y a un site, c'est la ferme de Massangui, où on a constaté une présence, non pas de Rwandais, mais d'une coopérative qui s'est substituée aux Rwandais, parce que ces Rwandais, ils ne vivent pas sur une autre planète, ils se sont aperçus que les Congolais, un, ne veulent peut-être pas les voir, une partie de l'opinion, et deux, avec le bruit sur les réseaux sociaux, ils ont peut-être considéré comme inutile d'aller investir leur argent à un endroit où, manifestement, une partie de l'opinion ne veut pas les voir. Il y a par contre une coopérative congolaise qui est sur les lieux, qui produit du maïs. Nous l'avons constaté avec le Premier ministre, il l'a dit à l'Assemblée nationale, de manière, cette production illégale, puisqu'ils deviennent des sous-locataires des Rwandais qui devaient assurer l'exploitation. Alors, les fameuses autorisations provisoires ont été signées pour les autres sites le 8 décembre 2022. Les Rwandais, pour l'instant invisibles, avaient 2 ans pour se présenter et regarder, sonder la terre, et puis mettre en place les conditions de la production. Nous sommes le 12 août 2024. S'il n'y a personne qui arrive à la date du 8 décembre au plus tard, les différentes autorisations vont tomber d'elles-mêmes parce qu'elles ont été données pour 2 ans. Eh bien, moi, je vais, si vous le permettez, être un peu brutal dans mes propos, mais à ce moment-là, on se comprendra mieux. Vous savez, quand des gens disent qu'une femme est en grossesse, qu'elle-même ne dit rien, et que d'autres disent qu'elle n'est pas en grossesse, quel est le juge? On attend les 9 mois. Et si aux 9 mois, il ne se passe rien, elle n'était pas enceinte. Si aux 9 mois, il se passe quelque chose, eh bien, ceux qui ont dit qu'elle était enceinte auraient eu raison. Nous, la grossesse, excusez-moi l'expression, on en aura le fin mot le 8 décembre. Alors, entre-temps, pourquoi polémiquer? Pourquoi soulever ce sujet alors qu'ensemble, nous tous, nous attendons cette échéance du 8 décembre 2024? Monsieur le ministre, je suis Ernest Blanchard. J'interviens pour le groupe de presse en ligne Brazanet. Ma question me ramène à la corporation, notamment aux médias et autres structures affiliées aux médias publics. Alors, vous avez revendiqué la RAV sans avoir la certitude qu'elle sera versée à temps, tenant compte des besoins qui se posent à nous. Ma question est de savoir, est-ce qu'on ne va pas craindre peut-être la fin des émissions ou la fermeture de certaines structures relevant du département de la communication du fait du non-versement de cette RAV, quand on sait aussi peut-être que les investissements de l'État dans ce secteur sont de moins en moins disponibles? Est-ce que ne craint-on pas qu'on arrive un jour à la fin des émissions ou à la fin du fonctionnement de certaines structures qui relèvent de votre département, du fait que la RAV ne pourrait pas être réversée? Merci. Bon, j'ai du mal à faire le lien entre ce que vous dites et la RAV. Je dirais même, si je renverse votre raisonnement, ça fait 20 ans que la RAV a été créée, ça fait 20 ans qu'on ne la reçoit pas. Et les médias fonctionnent qu'à un cas, mais ils fonctionnent. Donc ne lions pas le non-versement de la RAV, qui est constant pour l'instant, au fonctionnement des médias. Si vous voulez lier le fonctionnement des médias à quelque chose, c'est ce que j'ai dit quand Madame Etoka Beka m'a posé la question. C'est-à-dire, comment faire pour trouver des ressources pour que les médias fassent face à leurs charges et de fonctionnement et d'expansion en termes techniques, en termes de programmes, etc. Là, c'est une question
qui est sur la table, je l'ai dit tout à l'heure, qui est une question en étude avec le ministère du portefeuille public, pour que nous puissions ensemble, comme nous l'avons fait pour l'imprimerie nationale, trouver un mode de gouvernance qui permette de donner des ressources à ces médias publics. Pour le reste, les directeurs généraux en sont témoins. Malheureusement, nous sommes parfois dans des solutions acrobatiques pour assurer la continuité du service public, et je n'en dis pas plus. Voilà ce que je peux répondre à votre... Merci, Monsieur le Ministre. Je suis Imbou Alain. J'interviens pour la Nouvelle République. Ma préoccupation porte sur le transport en commun. Les transporteurs, dans leur pratique, ils font déjà des demi-terrains. Ils morcellent les trajets. Comment le gouvernement entend-il lutter contre cette pratique qui est couramment appelée demi-terrain? Bon, mais écoutez, en période de crise, on l'a dit tout à l'heure pour ce qui concerne les opérateurs économiques dans tous les domaines. Dans leur pratique, les opérateurs, quand ils se sentent mal à l'aise, quand ils se sentent un peu moins confortables parce qu'ils se disent « j'arriverai pas à vivre de mon activité », ils essayent de jouer un peu sur ce genre de choses. Mais vous avez dans d'autres secteurs le même problème. Par exemple, prenez le manioc. Si vous obligez une maman au marché à vendre à un certain prix, vous risquez, et ça arrive au quotidien, je peux vous le dire, je suis un mangeur de manioc, donc je sais ce que c'est, où on va réduire subtilement la taille du manioc. Et le pain, on va réduire la farine, pour le taux de farine. Bon, c'est des choses qui arrivent, on voit... On a grandi dans ce pays, on voit quelle était la dimension d'une baguette de pain quand on était jeune, on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc ces phénomènes-là sont des phénomènes auxquels le gouvernement attache de l'importance pour lutter contre, dans le transport ou dans d'autres domaines. Merci.